Qui n'a jamais entendu parler de Concorde? Avion mythique, avion de tous les records. Mais il en est un peu particulier, plus symbolique encore peut-être de la précision Concorde. Une course contre la montre, une course contre la Lune, une course à l'éclipse. Nous sommes en 1969 et en pleine guerre froide, l'humanité assiste sidérée aux premiers pas de l'être humain sur la Lune. La même année, Concorde réalise son tout premier vol avec le prototype 001, marquant ainsi une longue période de vol d'essai. Quelques années plus tard, alors que les essais touchent à leur fin, un jeune astronome a une idée folle en tête. Réaliser la plus longue observation d'une éclipse de soleil. 74 minutes pour être précis. Incroyable, mais pas impossible. Cette aventure ne peut voir le jour qu'à une seule condition. Trouver un avion de ligne capable d'embarquer des centaines de kilos de matériel scientifique et de voler à plus de 2000 km/h. Il en rêvait, Concorde l'a fait. À quel point connaissez-vous bien notre Soleil et notre Lune? Ces deux astres rythment nos vies sur Terre, telle une chorégraphie parfaitement orchestrée et minutée, sans laisser la moindre surprise. Tous les jours, nous voyons le Soleil se coucher, puis se lever le lendemain. Point de repère dans le temps, dans l'espace, ils sont pour nous sur Terre des référentiels immuables. Mais parfois, alors que le Soleil est à son zénith, la nuit tombe. C'est un phénomène extraordinaire quand on le vit, parce qu'il fait nuit en plein jour, on voit les étoiles, les oiseaux cessent de chanter, les vaches vont se réfugier dans les étables. C'est une surprise de la nature, une éclipse. Le fait d'être plongé dans la nuit en quelques secondes, parce que avant que le masquage soit parfait, il reste assez de lumière, c'est un crépuscule, et puis tout d'un coup on est dans le noir absolu de la nuit, et ça dure très peu de temps, et la lumière revient de manière aussi brutale. Donc ce phénomène a toujours surpris, inquiété. Il a été souvent perçu par les souverains comme un signe de la colère du ciel, comme une menace, comme on raconte une éclipse célèbre où Alexandre a gagné un combat parce que la troupe ennemie, c'était des Parthes, je crois, terrorisée, a fait demi-tour et s'est enfuie. Voilà, c'est un événement dont on a compris la raison chez les Grecs de l'Antiquité, du temps de Hipparque, Socrate, Aristote. On savait pourquoi une éclipse se produisait. On ne comprenait pas les mouvements de la Lune, du Soleil ou de la Terre avec précision, mais on savait que c'était le disque de la Lune qui masquait le disque du Soleil. Dans d'autres civilisations, cet événement porte toujours une portée symbolique forte. Dans les tribus africaines, on tape du tambour chez les Chinois. C'était un dragon qui mangeait le soleil avant d'avoir l'explication scientifique. Et donc il fallait effrayer ce dragon, on tapait sur des tambours. Enfin, il y a eu toutes sortes de récits que les ethnologues ont reçus. Il y a un aspect qui me semble très important de souligner, c'est cette coïncidence. Des éclipses solaires n'arriveraient pas dans un autre système solaire ou sur une autre planète. C'est vraiment, on est dans une situation très particulière, à savoir, lorsqu'on fait une comparaison entre les diamètres angulaires de la Lune et du Soleil, on trouve un facteur 400, qui est le même que celui de la distance entre la Lune et la surface terrestre rapportée à la distance du Soleil. C'est aussi 400 fois. Donc on se trouve dans une situation très, très particulière, privilégiée peut-être. Et je pense que dans les civilisations anciennes, on a interprété ça de manière un peu surnaturelle. Donc c'est un moment rare. Ça dure très peu de temps à cause du mouvement de la Terre, de la Lune autour du Soleil, c'est-à-dire quelques minutes au maximum.
et ça ne concerne qu'une partie très limitée de la surface terrestre. Une longue bande qui peut faire plusieurs milliers de kilomètres, mais qui n'en fait que quelques centaines de largeur. Parce que pour les points extérieurs, eh bien, ce masquage précis du disque solaire par la Lune ne se produit pas, ou pas exactement, et donc on a entre cette zone où l'éclipse se produit totale et qu'on appelle donc la zone de totalité, et la région où il n'y a pas d'éclipse, eh bien, il y a une zone intermédiaire qu'on appelle la zone de pénombre, dans laquelle l'éclipse est partielle, c'est-à-dire seule une partie du disque est cachée par la Lune. Objet de fascination, l'éclipse a toujours été un événement capital pour les humains, pouvant tour à tour être vu comme un signe de bon augure ou de colère divine. Être capable de prédire une éclipse a donc toujours été indispensable dans l'histoire. Aujourd'hui, nous connaissons avec précision les mouvements et trajectoires des astres. Cela nous permet de prévoir avec exactitude les éclipses à venir, mais aussi celles passées. On connaît très bien les dates des éclipses dans l'Antiquité. Il y a 3000 ans, aujourd'hui, avec un ordinateur et même avec de bons calculs, on peut dire l'éclipse s'est produite tel jour à telle heure. À Babylone ou en Amérique latine, etc. Donc on a des récits d'éclipses dans les chroniques babyloniennes, par exemple, ou grecques, et en même temps, on a ce calcul. Donc on peut dater avec une précision extraordinaire l'année de la chronique en question. C'est donc un outil pour les historiens et les archéologues. Par ailleurs, dès Babylone, donc c'est à peu près 20 siècles avant notre ère, l'attention portée aux éclipses pour des raisons astrologiques ou liées au pouvoir, comme on l'évoquait, dès cette époque, on s'est soucié on a d'abord remarqué la régularité des éclipses, qu'elles revenaient avec un certain rythme, et ensuite qu'on pouvait s'appuyer sur cette régularité pour prévoir qu'une éclipse se produirait, non pas à telle heure, tel jour, mais peut-être à tel jour, à 1 ou 2 jours près peut-être. Et ceci est attesté dans les tablettes mésopotamiennes, des récits d'éclipses. À partir du moment où on a une description du mouvement de la Lune et du mouvement apparent du Soleil, bon, c'est le mouvement de la Terre, mathématiques relativement précises et une mesure du temps relativement précise, eh bien, avec le cadran solaire par exemple, on peut prévoir la date de l'éclipse, qu'elle soit de Lune ou de Soleil. Les éclipses de Lune étant beaucoup plus fréquentes que les éclipses de Soleil qui nous occupent aujourd'hui. Et on en vient à la question de l'intérêt des éclipses dans ce qu'on appelle la chronodatation. Nos collègues astronomes de la mécanique céleste savent aujourd'hui calculer avec une précision absolument fantastique, enfin, prédire les éclipses, et le calcul est extrêmement précis. Et pour vérifier leurs calculs, ils utilisent la chronodatation, c'est-à-dire établir dans l'histoire à quelle époque s'est passée telle éclipse totale et où elle s'est passée. Cette méthode-là de chronodatation est quelque chose qui est vraiment très utile aujourd'hui pour vérifier la précision des calculs de la mécanique céleste. Et on s'aperçoit que quand on remonte à un peu plus de 1000 ans, ça commence à poser des questions. On a du mal à identifier des éclipses qui sont rapportées dans l'histoire, mais il est absolument impossible, quand on remonte au-delà de 1000 ans, un peu plus de 1000 ans par rapport à l'époque moderne, on n'arrive plus, on touche à la précision justement de la mécanique céleste, de cette équation du temps, parce qu'il y a des perturbations
dans la rotation de la Terre, qui sont dus au frottement, par exemple, et les effets de marée, évidemment, sont absolument fondamentaux, mais il y aurait un ralentissement peut-être, mais ça se chiffre en millisecondes, évidemment, mais lorsqu'on introduit ça dans les calculs d'éclipse, ça devient intéressant au-delà de 1000 ans. D'où l'intérêt pour nos collègues de la mécanique céleste qui font des calculs très très précis. Alors c'est aussi intéressant de se projeter dans l'avenir. Alors ce qu'on arrive à établir à peu près aujourd'hui, c'est que effectivement dans quelques, je ne sais pas exactement, quelques millions d'années, on aura de moins en moins d'éclipses, tout simplement parce que la Lune s'éloigne très 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 lentement de la Terre. Alors, une éclipse peut se produire avec des petites différences. C'est-à-dire que si la Lune est très proche de la Terre, puisqu'elle ne décrit pas un cercle parfait, et si au contraire le Soleil est plutôt loin de la Terre, puisque là non plus la Terre ne décrit pas un cercle parfait autour du Soleil, alors le disque du Soleil est un peu plus petit et le disque de la Lune un peu plus grand en diamètre apparent. On peut avoir la situation inverse où c'est le disque du Soleil qui est un petit peu plus grand et celui de la Lune un peu plus petit. Dans le premier cas, l'éclipse est totale et le Soleil est complètement caché. Dans le second cas, l'éclipse est annulaire. Il reste un anneau brillant autour de la Lune qui est le bord brillant du Soleil qui n'est pas complètement caché. Et puis il y a une situation intermédiaire intéressante. C'est le disque lunaire est un petit peu plus grand, il cache presque totalement le disque solaire, sauf là où il y a des montagnes sur la Lune, et donc des vallées, et là la lumière peut passer entre les vallées, et donc on a une éclipse très belle qu'on appelle l'éclipse perlée, parce que le cercle du bord lunaire apparaît comme parsemé de points brillants qui sont les vallées des montagnes lunaires vues de profil. Voilà. Donc il y a ces variations de l'éclipse. Il y a d'autres variations, c'est la durée. Elle peut être très courte, 1 ou 2 minutes, et au maximum, elle ne peut pas durer plus de 7 minutes et quelques secondes. Voilà, 7 minutes et une vingtaine de secondes, dans les conditions les plus favorables, c'est-à-dire quand on est situé près de l'équateur, ce qui était le cas en 1973, et avec une position relative de la Lune et du Soleil. Donc il y a des petites variations, mais pas beaucoup. Sauf cette durée, courte ou un peu plus longue, qui permet aux astronomes de travailler un peu ou un peu moins longtemps. Une éclipse est donc un événement rare pour lequel les astronomes se préparent longtemps à l'avance. Mais au fait, pourquoi les astronomes qui étudient le Soleil s'intéressent-ils autant aux éclipses ? Après tout, quel est l'intérêt d'étudier le Soleil quand celui-ci est caché par la Lune? La Lune passe exactement devant le Soleil, puisqu'elle est plus près de nous. Et à ces moments-là, elle cache complètement et avec précision la surface très brillante du Soleil et se révèle à ce moment-là une espèce d'atmosphère étendue qu'on appelle la couronne solaire, et qui est connue depuis l'Antiquité sans qu'on ait vraiment su de quoi il s'agissait, puisque Plutarque, le grand historien romain, raconte une éclipse qu'il a vue et dans laquelle il parle de cette auréole autour du Soleil. En réalité, on a bénéficié également dans les civilisations anciennes d'un phénomène assez comparable qui sont les éclipses de lune. Qu'on comprenait justement les Babyloniens systématiquement observaient, et ça c'est la nuit, on observe la nuit, ce phénomène d'éclipse qui est plus courant et plus facile à observer, et en réfléchissant sur l'interprétation des éclipses de lune, ça a un peu facilité évidemment l'interprétation des éclipses de soleil qui sont beaucoup plus rares et beaucoup plus concentré sur une bande très étroite sur Terre. Et c'est probablement la raison pour laquelle on n'a pas compris
pendant longtemps quelle est l'origine de la couronne. Nous savons depuis Plutarque que autour du Soleil éclipsé, on voit cette atmosphère, on voit cette auréole lumineuse. Et pendant longtemps, on s'est interrogé, longtemps, ça veut dire jusqu'au XIXe siècle, hein, est-ce que cette auréole appartient au Soleil ou à la Lune? Et finalement, on a pu décider qu'elle appartenait au Soleil et non à la Lune en observant une éclipse de 2 points assez distants sur Terre. Et quand on regarde un phénomène de 2 points assez distants, eh bien, s'il est très loin, il apparaît identique vu des 2 points distants. Mais s'il est proche, par rapport à un arrière-plan, il se déplace. C'est l'expérience de regarder son doigt avec son œil gauche puis son œil droit et de voir l'œil se déplacer vis-à-vis de l'arrière-plan. Or, l'observation faite au XIXe siècle, lors de plusieurs éclipses successives, dans la seconde moitié du siècle, en particulier par Janssen, un astronome de l'Observatoire de Paris, a montré qu'on ne voyait aucun effet de parallaxe. Cet effet s'appelle parallaxe, hein, et donc que l'atmosphère appartenait au Soleil. J'ai trouvé toujours très intéressant de voir l'histoire de la découverte de la couronne, ce qu'aujourd'hui nous appelons la couronne. Il y a même eu des épisodes très curieux. Un de nos grands astronomes, François Arago, juste avant l'éclipse, une éclipse célèbre là, de 1848, sous l'influence, je pense, de Lord Rayleigh, le grand Rayleigh de la comète Rayleigh, avait décrit une observation qu'il avait eu beaucoup de chance en 1715 de pouvoir observer avec un télescope le phénomène d'éclipse, à l'oculaire, visuellement évidemment, et il avait eu vraiment l'impression que pendant le déroulement de l'éclipse, l'auréole qui mesurait suivait la Lune. Évidemment, c'est un phénomène psychophysiologique, je dirais. C'est pas vrai. Mais il l'a décrit, il l'a écrit, etc. Et Arago avait trouvé ce témoignage vraiment très fondamental. Et il avait proposé, avant l'éclipse, il avait proposé la terminologie de couronne lunaire. C'est pour vous dire que c'est vraiment, ça posait beaucoup de questions. L'interprétation était vraiment difficile. Alors très rapidement, à cette même éclipse-là de François Arago, on a observé aussi, on a vu des protubérances. Donc un phénomène de détail et coloré. Ce phénomène de protubérance, là, on a compris assez vite que ça devait appartenir au Soleil. Là, ça devenait difficile de l'expliquer comme faisant partie de l'atmosphère lunaire. Et puis après, des comparaisons entre des observations faites à différents endroits, et on s'est rendu compte que les détails que l'on voyait en réalité suivaient le Soleil, ne suivaient pas la Lune. C'était lié, c'était vraiment lié. Pourquoi le Soleil a-t-il une atmosphère aussi ténue? De quoi est-elle composée? Comment change-t-elle au cours du temps? Puisque d'éclipse en éclipse, on observait des aspects très différents de cette couronne solaire. C'est le nom qu'elle a pris alors, on l'appelait plus auréole, mais couronne solaire. Et toutes ces questions sont devenues des questions scientifiques extrêmement actives au cours du XXe siècle, et le sont toujours. Pour répondre à ces questions, obligé donc d'attendre la prochaine éclipse. Et ça tombe bien pour Pierre Léna, ce jeune professeur en astrophysique qui, doctorat fraîchement obtenu, vient de rejoindre l'Observatoire de Paris en 1969 et qui a déjà passé de longues années à étudier le Soleil. Pour l'été 1973, se profile l'éclipse du siècle. On l'avait appelée l'éclipse du siècle dans les journaux, avant qu'elle se produise, parce qu'elle était très longue. Elle atteignait presque les maximums de 7 minutes et quelques dizaines de secondes quand elle était observée depuis le sol en Afrique. Et le deuxième aspect de cette exception, c'est que à cette date, le 30 juin,
le soleil dans ces régions tropicales, ou entre le tropique et l'équateur, était pratiquement à la verticale, au zénith, ce qui donne des conditions d'observation exceptionnelles parce que on traverse moins d'atmosphère terrestre et donc moins de problèmes optiques pour les observations. Et de surcroît, on était en Afrique en plein été et donc les chances de beau temps étaient assez grandes. Donc tous ces facteurs-là en faisaient une éclipse extrêmement intéressante. Alors moi j'étais un tout jeune professeur, je venais d'être nommé, j'étais même pas nommé professeur titulaire, j'étais encore stagiaire à ce qui était encore la Sorbonne. Et je travaillais à l'Observatoire de Paris, j'avais passé mon doctorat 4 ans plus tôt. Et j'avais travaillé sur le Soleil pendant une dizaine d'années, en particulier aux États-Unis. Je m'intéressais beaucoup à l'astronomie infrarouge, qui était un nouveau domaine, une espèce de terra incognita de l'astronomie, parce que c'est un rayonnement difficile à mesurer, on n'avait pas beaucoup d'outils pour le mesurer à l'époque. C'est un rayonnement que l'atmosphère de la Terre absorbe très largement, donc il faut l'observer sur de très hautes montagnes ou plus haut, en ballon, en avion, en satellite. À l'époque, on n'avait pas encore de satellites astronomiques. Donc c'était un sujet en pleine ébullition et l'idée d'observer une éclipse m'est venue. Comme un peu la suite de mon travail sur le Soleil dans les décennies précédentes. Observer une éclipse, d'accord, mais pas n'importe comment. Alors c'était une idée complètement folle. J'avais lu un article dans une revue de vulgarisation américaine très bonne, où des astronomes, des collègues à nous, que Serge connaît bien, comme moi, en particulier Jay Pasachoff, avait eu l'idée d'utiliser un avion militaire de l'US Air Force qui s'appelait le SR-71, qui était un avion avec simplement un pilote et un copilote, qui se déplaçait à vitesse supersonique, qui n'avait pas beaucoup d'autonomie, donc il fallait ravitailler en vol, mais qui volait très haut et qui aurait pu suivre la trajectoire d'éclipse pendant un peu plus longtemps que l'observation du sol. Donc cet article m'avait frappé, puis je l'avais oublié, et il se trouve que pendant toute la décennie précédente, surtout à partir de 1968, et dans ces années-là, pour étudier le rayonnement infrarouge venant des étoiles, pas vraiment du Soleil, j'avais équipé un avion Caravelle d'un télescope. Et c'était la Caravelle du centre d'essai en vol, et nous étions en train de préparer tout un ensemble de missions qui ont duré une dizaine d'années. Donc j'avais une certaine expertise acquise aux États-Unis sur les avions de la NASA pour faire des mesures sur le Soleil, hors éclipse. Et puis cette expertise en France, très enthousiasmante, avec une équipe d'ingénieurs dans mon laboratoire, qui était devenu très bon sur installer un télescope sur un avion où tout bouge, où il y a un hublot, comment est-ce qu'on fait, enfin voilà. Donc un jour, l'idée de dire mais pourquoi pas Concorde, ça serait très bien. Bon, j'ai fait le calcul rapidement, vu la vitesse de l'avion, la vitesse de l'éclipse, je tombe 80 minutes de totalité. Je me dis, c'est extraordinaire, hein, on ne peut pas manquer ça. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai demandé un rendez-vous à l'aérospatiale. On m'a dit, il faut que vous voyiez le chef des essais en vol, André Turcat. J'ai dit, très bien, est-ce qu'il est prêt à me recevoir? Il m'a invité à déjeuner, donc j'ai débarqué de l'avion d'Air Inter, j'avais déplacé mes cours à l'université pour ce rendez-vous important. Et il m'invite à déjeuner, et le déjeuner était dans ce restaurant de l'aéroport, où je suis retourné avec pas mal d'émotions après. Et donc il y avait des nappes en papier, je sors un stylo, et puis je lui explique 80 minutes, l'Afrique, voilà, on peut aller de là à là, on pourrait se poser là. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Ah ben, je dis, il faut percer quelques trous dans l'avion, parce que c'est au zénith, donc on ne peut pas regarder par les hublots latéraux de l'avion. Voilà, et il aurait pu me prendre pour un farfelu ou pour un fou,
aimait conduire poliment ou moins poliment, pas du tout. Il a dit ça mérite réflexion. Et restons en contact. Et je suis rentré à Paris un peu étonné de ce qui s'était passé et un peu effrayé. Je me souviens très bien le soir, après avoir couché mes petits-enfants à l'époque, je suis mis devant une map monde sur laquelle j'avais tracé le chemin de la totalité de l'éclipse. Je me suis dit, mais tu es complètement fou de te lancer là-dedans, c'est invraisemblable, une opération pareille. Ça, c'était au mois de mai 1972, c'est-à-dire à peu près 14 mois avant. Donc pour transformer un avion, trouver l'argent, installer un équipement, savoir qu'est-ce qu'on allait mesurer, enfin voilà, tout ça était un peu fou, mais finalement, ça s'est fait. C'était vraiment idéal. C'était un grand avion, donc il y avait de la place à l'intérieur, contrairement au SR-71 américain qui finalement n'avait pas volé l'éclipse. On pouvait y mettre de nombreuses expériences assez lourdes, donc plus c'est lourd, moins on prend le temps pour le fabriquer, parce qu'on peut utiliser du matériel de série. Il volait à Mach 2,2, donc le calcul nous donnait 80 minutes d'éclipse, c'est-à-dire plus de 10 fois plus de temps pour observer le phénomène qu'à la surface de la Terre, où allait être Serge Kouchmi au Tchad. Il était à 17 000 mètres, 55 000 pieds, et à cette altitude, on est au-dessus de l'essentiel de la vapeur d'eau terrestre, on est dans la stratosphère, et donc le rayonnement infrarouge passe très bien. Donc on peut observer longtemps, le rayonnement infrarouge et même infrarouge lointain, qui est totalement inaccessible du sol, et une des expériences à bord se consacrera à cet infrarouge lointain. L'éclipse dure longtemps, les mesures peuvent évidemment être plus précises, et il y a de la place, on peut mettre plusieurs expériences. De surcroît, l'avion a l'autonomie puisqu'il était conçu pour faire un Paris-New York, donc on peut être basé en amont du rendez-vous avec l'éclipse, rejoindre avec précision, d'où un problème de navigation, l'ombre de la Lune à la seconde près et au kilomètre près, ce qui était une exigence pour la navigation de l'avion absolument exceptionnelle. À l'époque, on n'avait pas de GPS. Et il fallait trouver un aéroport d'atterrissage avec le risque du front intertropical et des orages d'après-midi. Voilà. Mais tout cela n'était pas insoluble pour André Turcat, pour Henri Perrier, l'ingénieur navigant des essais en vol, une personnalité extraordinaire. Et le Concorde donc était un choix tout à fait à la fois exceptionnel et raisonnable pour observer une éclipse. Mon propre laboratoire m'a dit, mais tu sais, on a un programme de travail, avec toi d'ailleurs, sur la Caravelle, on n'a pas le temps de mettre comme ça, tout d'un coup, d'arrêter tout. Ils avaient tout à fait raison, bien sûr. Heureusement, j'ai eu quelques collègues, en particulier Roger Bonnet, qui travaillait aussi au Soleil, qui était un ami, sur le Soleil, pardon, qui était un ami, et qui était à la tête d'un laboratoire qui avait beaucoup de moyens, qui préparait une mission spatiale sur le Soleil, le premier satellite de la NASA auquel les Français aient eu accès, et qui s'est enthousiasmé pour l'idée. Donc on a pu rassembler un petit groupe d'ingénieurs. Le CNRS a consacré un ingénieur tout à fait exceptionnel, Charles d'Arpentini, qui avait beaucoup travaillé sur à Nord Aviation, donc la sécurité d'un équipement à bord d'un avion ne lui posait aucun problème, il savait comment faire. Voilà, donc j'ai constitué une petite équipe, et j'ai réussi à convaincre mes collègues, et le président de l'Observatoire, qui était à l'époque d'ailleurs un directeur, il a réagi très positivement, et il m'a dit « d'accord, mais il ne faut pas que ça me coûte un centime ». Donc il fallait trouver l'argent, donc je suis allé voir le secrétaire d'État à la recherche. En fait, il n'était pas encore, il était délégué général à la recherche, Pierre Aigrin, qui était un homme extraordinaire. Et alors, il m'a écouté 10 minutes, parce que le temps d'un ministre est quand même assez compté. Et il m'a dit, mais c'est formidable ça, on y va.
Et donc il s'est arrangé pour trouver l'argent. Le CNES a eu une subvention pour ça. L'INAG, c'est-à-dire l'institut qui pilotait au niveau français l'ensemble de l'astronomie, a eu une subvention. Bercy a accepté de ne pas toucher la TVA sur l'ensemble de l'opération, ce qui était pas mal quand même. On a fait des économies de ce côté-là. Et finalement, on m'a dit simplement, préparez votre expérience, mais on ne peut pas vous garantir que la réponse finale sera positive. Il faut des autorisations, il faut que les pays survolés en Afrique donnent leur accord. Donc on vous dira oui ou non au mois de février, c'est-à-dire 4 mois avant l'éclipse. Il fallait qu'en juin, tout soit prêt, puisqu'elle était le 30 juin. Et qu'il fallait faire des vols de répétition et il fallait transformer le Concorde aussi. Donc tout ça était... Donc on a attendu patiemment en réalisant notre propre expérience. C'est la première partie. Et puis en invitant des étrangers, c'était aussi le moment de le faire. Et début février, le feu vert a été donné. Et donc là, on s'est préparé jour et nuit pour le vol. Le programme d'essai du prototype 001 était prévu pour se terminer en décembre 1972. Pour réaliser ces observations de l'éclipse, il devait donc être prolongé de plus de 6 mois. Heureusement pour Pierre Léna et ses équipes, parfois, le hasard fait bien les choses. Alors ça, c'est une autre partie de l'histoire qui, en fait, nous a fait bénéficier d'une coïncidence assez rare. Concorde vole dans la stratosphère. Il émet des oxydes d'azote dans ses moteurs. Ces oxydes d'azote peuvent avoir des réactions chimiques avec les composants chimiques de la stratosphère et en particulier à cette altitude avec les molécules d'ozone qui sont des molécules formées de 3 atomes d'oxygène et qui, comme on le sait, jouent un rôle très important pour protéger la vie à la surface de la Terre du rayonnement ultraviolet du Soleil. Quand les chimistes, et en particulier Marcel Nicolet, qui était un remarquable chimiste belge, ont compris qu'il y avait un risque de réaction chimique entre les oxydes d'azote émis par les moteurs d'un avion supersonique. C'était vrai pour le Tupolev, c'était vrai pour le Concorde, c'était vrai pour le SST américain qui n'a jamais vu le jour. Et qu'il y avait une menace potentielle sur la couche d'ozone, il fallait absolument répondre à cette question. Il fallait d'autant plus y répondre qu'aux États-Unis, où après l'abandon du supersonique, l'opposition montait contre Concorde avec les problèmes que l'on sait, les interdictions d'atterrissage à New York, tout était bon contre cet avion dans l'opinion publique. Et en particulier, la couche d'ozone était très importante. Donc la question a été prise extrêmement au sérieux par l'aérospatiale, mais surtout par le gouvernement français et britannique. Et il fallait faire des mesures pour savoir jusqu'à quel point le risque existait et si les chimistes avaient la capacité de l'évaluer. Donc ceci a conduit à un programme qui a été confié à un grand savant, le professeur Brun, qui connaissait bien les questions de la stratosphère, et le gouvernement français a demandé un rapport sur l'impact des vols supersoniques en grand nombre, puisqu'on pensait à l'époque avoir une flotte de plus de 1000 avions supersoniques sur toute la Terre, de répondre à cette question. Mais pour répondre, il fallait mieux connaître la chimie de la stratosphère et donc il fallait faire des mesures. Et ces mesures, il fallait les faire dans la stratosphère et l'avion idéal pour faire ces mesures, c'était le prototype 001. Et cette fois, comme on mesure la présence des molécules de la stratosphère horizontalement, on utilise le soleil couchant ou levant comme une source de lumière. La lumière traverse une épaisseur considérable de stratosphère et arrive au travers un hublot dans l'avion où elle est mesurée, analysée et où on a des indications très précises sur la composition de la stratosphère. Le programme qui s'appelait COVOS, Comité des vols stratosphériques,
a donc duré 4 années à peu près. Il a été mis en route très tôt, hein. Le premier vol supersonique de Concorde, c'est 1969, et le programme a été mis en route fin 71. Hein. Et les mesures ont commencé sur le prototype, à peu près à la même période, et la durée de vie du prototype a été prolongée pour faire ces mesures. Et nous sommes arrivés au mois de mai 1972, dans ce contexte. Il vole pour le COVOS, il peut aussi bien voler pour les astronomes. Voilà. Donc on a bénéficié de cette circonstance, et de fait, dès l'éclipse terminée, l'avion s'est posé à Toulouse, et quelques semaines plus tard, il est venu se poser ici au Bourget, où il est toujours. Voilà. Il y avait 2 éléments. D'une part, transformer l'avion en faisant des trous dans le fuselage à la bonne position. Et on a fait plusieurs trous parce que nous avions très vite pensé que c'était pas satisfaisant de faire voler cet avion en éclipse pour une seule équipe française, la mienne. Donc il en fallait 2 au minimum françaises. Donc tout de suite, ce fut l'équipe de Serge Kouchmi qui a été choisie, mais il restait de la place. Et donc, pourquoi ne pas la remplir? Donc nous avons invité des étrangers, une équipe britannique avec un collègue, John Beckman, que je connaissais, qui avait volé déjà avec nous sur Caravelle, donc nous avions déjà une sensibilité scientifique et aéronautique commune. Et puis, nous avons surtout invité un Américain, Don Liebenberg, qui était lui un vétéran des observations d'éclipses en avion depuis les années 60 et qui avait fait des très beaux travaux sur la couronne. Donc il restait encore une place et nous avons proposé aux Britanniques de choisir une équipe pour cette place. Alors ils ont choisi une équipe qui s'intéressait à la stratosphère, donc ils visaient horizontalement par un hublot de Concorde, donc c'était plus facile. Donc finalement on a percé 4 trous dans le plafond. Et il y avait beaucoup de contraintes de sécurité, évidemment, il ne fallait pas prendre de risques particuliers, à la fois sur le dessin des hublots, sur les risques de dépressurisation en vol, etc. Donc, une sorte de contrôles ont été faits. Et puis la deuxième partie, c'était l'installation de nos expériences à bord, avec des limites à nouveau de sécurité en cas d'atterrissage brutal, comme sur tout ce qu'on installe sur un avion, y compris les sièges des passagers. Et puis l'alimentation électrique, la place des moteurs, etc. Voilà. Donc à partir du mois d'avril, fin avril, nous avons pu amener notre équipement à Toulouse. Il avait été déjà testé dans nos laboratoires un peu partout et commencer à nous assurer que tout fonctionnait bien à bord avant que nous fassions 2 vols d'essai. Un premier vol d'essai qui était un vol fait justement pour l'étude de la stratosphère et des oxydes d'azote. Donc nous étions là un peu en passager, mais ça nous était très utile. C'est mon premier vol dépasser la vitesse du son, c'est toujours assez émouvant, hein. Surtout qu'on ne sent rien, c'est d'autant plus surprenant. On a juste l'écran qui affiche le Mach, bon voilà. Et puis un second vol, alors qui était une répétition, pas au-dessus de l'Afrique, mais où on répétait toutes les procédures d'enregistrement, de synchronisation des expériences, etc., qui s'est déroulé 4 jours avant l'éclipse et qui s'est bien passé. Alors André Turca et Henri Perrier avaient choisi La Palma, aux îles Canaries, comme un endroit assez bien parce qu'il y avait de la place, il y avait de l'hôtellerie, on aurait pu prendre une petite île au Cap-Vert, mais qui était beaucoup moins équipée pour nous accueillir. Donc à l'hôtel où nous logions dans les quelques jours qui précédaient l'éclipse, nous étions assez nombreux et je dois dire assez stressés. Il n'y avait guère qu'André Turca qui était totalement calme et qui faisait ses calculs de son côté. Voilà. Serge Kouchmi nous manquait puisqu'il y avait un de ses collègues, Jean Bégaud, qui était avec nous, mais Serge était en train de préparer son observation de l'éclipse depuis le sol africain. Voilà.
Voilà, on a tout réglé, les expériences, et puis arrive le matin du vol. On devait décoller pour ce rendez-vous à la seconde près et au kilomètre près, dont la faisabilité avait été testée par Turca, qui raconte les détails dans ses mémoires. C'est très joli parce que il a dit qu'il vaut mieux décoller un tout petit peu en avance. On a décollé avec 10 secondes d'avance par rapport au plan de route établi. Et si jamais les vents qui n'étaient pas très bien connus étaient contraires, et de fait ils ont été contraires, il faut qu'on puisse freiner un petit peu, mais pas trop si le vent nous freine, enfin voilà. Et alors il avait imaginé d'utiliser une procédure qui n'était pas du tout utilisable en vol commercial, mais qu'il avait longtemps testé sur les vols d'essai, qui était d'utiliser des petits aérofreins qui étaient sur l'aile, hein, et qui permettaient de gagner une seconde de ralentissement. Donc c'était vraiment du pilotage ultra fin. Nous sommes partis et l'avion était au rendez-vous extraordinaire, à la précision demandée. En fait, Turca nous avait demandé combien de temps on tolérait, on avait dit 15 secondes. Il avait dit je vais essayer de faire mieux. Et de fait, il a fait la seconde, pour un point donné sur la carte. Donc c'était vraiment très très bien. Et là, l'ombre qui venait de traverser l'Atlantique et qui arrivait sur la côte africaine, et l'avion qui a tourné pour suivre l'ombre se sont rejoints avec précision en ce point. Et ensuite, le vol s'est déroulé en restant dans l'ombre, avec une trajectoire qui avait été choisie grâce à notre ami américain, Don Liebenberg, parce que sa longue pratique des éclipses en faisait un grand spécialiste en avion, hein, de la sélection des trajectoires et de la navigation. Donc il nous avait fourni tout le logiciel. L'informatique de l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui, bien sûr, qui avait permis d'ajuster la trajectoire de l'avion. Et c'est intéressant parce que notre choix final a été de ne jamais, sur la recommandation d'André Turca, de ne jamais avoir un virage. Il fallait être en ligne droite. Alors être en ligne droite sur une terre sphérique, c'est être sur un arc de grand cercle. Et donc, il fallait trouver un arc de grand cercle qui passe par le point de départ et qui reste dans l'ombre jusqu'au point où on allait sortir de l'ombre. Et alors, c'était possible. L'ombre fait à peu près 300 km de large. Donc, il était possible tout juste d'inscrire un arc de grand cercle qui partait du bord nord de l'ombre, qui allait tangenter à mi-parcours le bord sud de l'ombre et qui revenait sortir par le bord nord de l'ombre avant d'aller se poser à la capitale du Tchad, Fort-Lamy. Voilà. Donc, pendant ces 74 minutes, un peu moins que les 80 que j'avais calculés par vent nul, évidemment, mais là, on avait le vent dans le nez, on a pu tout de même avoir un record de durée. Vous savez, quand on est astronome et quand on est sur une expérience, on ne pense qu'à ce qu'on mesure et on essaye de ne pas faire de bêtises. Donc pendant 74 minutes, on avait répété un protocole avec mon collègue australien qui vivait aux États-Unis, qui avait apporté un élément de l'expérience de l'Observatoire de Paris, qui était donc commun entre l'Observatoire de Kitt Peak en Arizona et l'Observatoire de Paris. Nous avions répété seconde après seconde le protocole de mesure pendant ces 74 minutes. Donc voilà, on travaille et puis on met ses sentiments ailleurs, hein. Mais quand même, 3 minutes avant la fin de l'observation, on avait fini nos mesures, on pensait avoir vu ce qu'on cherchait. Donc on s'est donné 3 minutes de récréation pour aller regarder l'ombre de la Lune sur le sol africain et la photographier par le hublot qui était à côté de nous, ce que nous n'avions pas fait. Et là, je dois dire qu'il y a une espèce de sentiment que Turca a éprouvé aussi. Il m'en a parlé après, donc c'est une espèce de sentiment de... je sais pas, c'est très difficile à qualifier. Je pense que les hommes qui sont allés dans l'espace ont éprouvé des choses comme ça. On est ébloui d'être là, ébloui de ce qu'on voit, de la beauté d'abord, et puis de réaliser qu'on vole à 2200 km/h au-dessus du sol africain pour voir ça. Voilà.
Et puis on était contents, bien sûr, puisque l'expérience semblait avoir bien marché. Et on a atterri, et là on était très fatigués. Mission accomplie pour André Turca et les membres d'équipage. En revanche, pour Pierre Léna et les 7 autres scientifiques à bord de Concorde, le travail est loin d'être terminé. Maintenant, place à l'étude des résultats. Alors, comme j'ai dit, il y avait donc 5 expériences à bord. Chacune avait choisi des sujets différents, plus difficiles, moins difficiles techniquement, répondant à des questions différentes qu'on se posait sur la couronne. Bien sûr, notre expérience s'intéressait au rayonnement infrarouge émis par la couronne, qui était très mal connu à l'époque. D'ailleurs, il n'est pas beaucoup mieux aujourd'hui. Et les questions que nous avions soulevées à l'époque, à savoir la présence de poussière autour du Soleil, qui n'étaient pas encore trop près du Soleil pour que leur température leur permette d'exister à l'état solide. Cette question était une question ouverte. Il y avait eu des expériences qui donnaient une réponse positive à la présence de ces poussières. Et c'était très intéressant parce que l'origine de ces poussières est liée à l'histoire du système solaire et en particulier à l'approche des comètes quand elles se rapprochent du Soleil, que leur noyau se vaporise et qu'elles libèrent en grande quantité des poussières dans l'espace. Donc c'était une question à laquelle nous pensions qu'une observation infrarouge de l'émission thermique de ces poussières, qui sont assez chaudes, donc qui émettent du rayonnement infrarouge, pouvait apporter des éléments de réponse en les regardant assez près du Soleil. Évidemment, il est impossible de faire une telle observation en dehors d'une éclipse totale, parce qu'on est totalement ébloui par la lumière solaire. Voilà, donc nous pensons avoir contribué à apporter un élément de réponse à la présence de ces poussières. Ça a été contesté par d'autres observateurs, puis ça a été confirmé par d'autres encore. Donc je crois que nous avons apporté notre petite pierre à cette couronne F, comme on l'appelle. En ce qui concerne l'étude de la couronne solaire, j'avais proposé, avec des collègues soviétiques de l'université de Kiev, on avait proposé de répéter, de refaire une expérience au sol qui, un peu, qu'on peut penser être en compétition avec l'expérience à bord de Concorde, mais pas du tout, puisqu'on ne faisait que des mesures ponctuelles, mais à partir de différents sites. C'est pour ça que l'expérience s'appelle multisite. Et nous avions un avantage fantastique. Nous avions mis à l'époque au point une méthode d'observation qui permettait de voir les structures de la couronne beaucoup mieux que tout ce qu'on faisait d'habitude. D'habitude, on faisait des images avec un énorme instrument jusqu'à 3 mètres de focale, même 10 mètres de focale sur des plaques photographiques, pour essayer d'étaler l'image pour voir le mieux possible, plus facilement, peut-être les structures de la couronne solaire. Parce que c'était ça l'objectif, c'est de voir ces structures qui sont des structures magnétiques. Ça représente vraiment l'effet du champ magnétique. Mais ça, c'était difficile. Les appareils sont très, très grands, etc. Nous avions mis au point, à l'Institut d'astrophysique de Paris, un filtre. Avec un filtre, on pouvait compenser, parce que la couronne est beaucoup plus brillante au bord qu'à l'extérieur, donc on compensait ce gradient-là avec un filtre qu'on appelait filtre neutre radial, qu'on mettait près du foyer. Et la fabrication de ce filtre neutre radial était vraiment très particulière. Bon, il n'y avait qu'une boîte française qui savait faire ça, qui était très contente d'ailleurs de travailler pour nous à l'époque. Et donc on avait passé un accord, parce qu'à l'époque, pour collaborer ou coopérer avec l'Union soviétique, ça se passait par des voies diplomatiques, on avait des accords, des protocoles qui étaient signés, etc. On échangeait des composants. Eux, qui avaient déjà effectué ce genre d'expérience, avaient plusieurs objectifs, plusieurs appareils qui permettaient de faire l'image. Ces objectifs, ils en avaient plusieurs à leur disposition, et on a échangé
Donc moi, je donnais des filtres et eux me donnaient un objectif. Alors il fallait construire le télescope, il fallait construire le sidérostat, etc. Mais c'était les composants critiques, essentiels, pour la première fois, faire des observations durant une éclipse de la couronne solaire avec rigoureusement le même instrument. Ça, c'était absolument fondamental pour pouvoir comparer. Parce qu'il y avait eu, bien sûr, il y a eu avant, les Américains, même les Européens, faisaient des comparaisons entre des observations faites à différents endroits. Mais on était toujours limité quand on voulait regarder de près les choses. Ben on s'apercevait que les paramètres n'étaient pas les mêmes et ça posait des problèmes. Bon, là, on était dans des conditions strictement similaires, sauf que l'atmosphère terrestre, elle, c'était pas la même. Et hélas, eux étaient en Mauritanie. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Tchad parce que nous avions une expérience à bord de Concorde et qu'on avait choisi d'aller à un lieu qui était près du lieu d'atterrissage de Concorde. Ça nous a beaucoup aidé. On a bénéficié aussi de la caravelle qui a emporté nos appareils. On avait 12 caisses d'appareillage. Et donc on a été limité par ce phénomène dû à l'atmosphère terrestre. En Mauritanie, ils ont eu une tempête de sable, alors que nous, on a eu un ciel propre. Et la comparaison a montré des limites. On a répété ces expériences-là avec les Américains, cette fois-ci avec les Américains, en 91, fameuse éclipse de Hawaï et Mexique. Et là, ça a marché un petit peu mieux, et ça nous a permis d'ailleurs de montrer la couronne à 3 dimensions, en prenant en ligne de compte la rotation rigide. À cause de la carapace magnétique, la couronne est en rotation quasiment rigide. Et comme on a observé à 1h30 d'intervalle, on a vu la couronne sous un angle légèrement différent et on a pu mettre en évidence, par effet stéréoscopique, la structure à 3 dimensions. Donc on a quand même des résultats, évidemment, mais ça vous montre une des limites des observations d'éclipses au sol. On est hélas limité par les conditions météorologiques. D'où l'intérêt d'observer en avion. Pour bien comprendre la recherche scientifique dans ce domaine, commençons déjà par comprendre comment se compose le Soleil et sa couronne. Contrairement aux planètes telluriques, le Soleil n'a pas de limite extérieure bien définie. Il est composé de couches de gaz devenant de moins en moins denses à mesure que l'on s'éloigne du centre. On considère cependant que le Soleil fait environ 600 000 km de rayon. Il s'agit de la distance entre le centre du Soleil et la couche nommée photosphère, en dessous de laquelle les gaz sont tellement denses qu'ils deviennent opaques. C'est donc la dernière couche que l'on peut voir directement. Au-delà de cette photosphère, la structure du Soleil continue de s'étendre, mais à des niveaux de densité beaucoup plus faibles. On trouve en premier la chromosphère. Cette couche épaisse de 2000 km voit sa température augmenter graduellement jusqu'à 100 000 degrés. Vient ensuite une courte zone de transition d'à peine 100 km, dans laquelle la température augmente de manière brutale, allant jusqu'à 1 million de degrés. Mais les raisons exactes de cette élévation de température restent encore floues. Enfin, derrière cette zone commence la couronne solaire. Elle s'étend sur des millions de kilomètres à travers le système solaire et est définie en plusieurs composantes. La première, appelée couronne K, composée d'un plasma d'hydrogène et d'hélium, s'étend jusqu'à plus d'1 million de kilomètres, mais avec une densité très faible. La seconde, appelée couronne F, est beaucoup moins lumineuse. Elle devient surtout visible à partir de là où s'arrête la couronne K. Elle est composée de grains de poussière sur lesquels les rayons du soleil se reflètent. Elle s'étend sur des millions de kilomètres jusqu'à se fondre dans le nuage zodiacal, un important nuage de poussière interplanétaire dont la réflexion des rayons du soleil au crépuscule ou avant l'aurore est visible à l'œil nu depuis la Terre. Très tôt, quand on a compris qu'il y avait 2 composantes dans la couronne, une composante gazeuse, une composante qui est liée au magnétisme, qui est liée au soleil, et puis une autre qui se superpose, qui est
bon, qu'on peut aussi peut-être appeler comme une composante parasite. Quand on étudie l'activité solaire, quand on étudie la couronne gazeuse, celle qui est de plasma, celle qui produit le vent solaire, c'est gênant, c'est un voile gênant. Mais il faut mesurer ça correctement. Et on avait prédit que ces poussières viennent, on connaissait le nuage zodiacal, on sait que dans le milieu interplanétaire, on voit un nuage de poussière qu'on appelle le nuage zodiacal. Ce nuage zodiacal, on extrapolait vers le Soleil et on a suggéré, oui, la couronne poussiéreuse, celle qu'on voit pendant une éclipse, c'est le même phénomène, c'est le prolongement, c'est le même phénomène. Et quand on regarde de plus près comment ces poussières se rapprochent du Soleil, alors ces poussières sont freinées par un phénomène qu'on appelle l'effet Pontic-Robertson, qui est dû au fait que les poussières sont éclairées. Elles sont éclairées par le Soleil. Et, étant éclairées, quand elles sont sur orbite, elles sont freinées. Évidemment, c'est infinitésimal, mais c'est suffisant pour, au bout de quelques millions d'années, pour que ces poussières spiralent et arrivent près du Soleil. Et en se rapprochant du Soleil, on s'est dit, oui, mais elles vont brûler. Elles vont s'évaporer, elles vont... à partir d'une certaine distance, qu'on calcule assez facilement, qui est de l'ordre de 4 rayons, elles seraient évaporées, elles s'évaporent et produiraient une région autour du Soleil qu'on a appelée région interdite ou libre de poussière, qui serait vide de poussière, où il n'y aurait aucune poussière. Donc ce sont des calculs théoriques. Et ça, c'était une des motivations de la principale expérience à bord de Concorde, c'était de confirmer si oui ou non on voit ce phénomène. Alors aujourd'hui, on sait que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Ce n'est pas des poussières, ce n'est pas des grains comme ça de poussière qui sont sur orbite, qui viennent lentement s'agréger autour du Soleil. On a de nombreuses autres composantes, et pour l'essentiel, ce sont des comètes. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément d'activités cométaires, il y a une grande distance autour du système solaire, il y a un réservoir de comètes et que ces astres sont perturbés de temps en temps et pénètrent dans le système solaire. Il y en a qui sont nouvelles et il y en a beaucoup qui sont périodiques. Et on a une image aujourd'hui absolument évidente qui montre cette activité-là de comètes, parce qu'on a découvert, avec un instrument qu'on appelle le chronographe à occultation externe, on observe une activité vraiment fantastique qui intéresse beaucoup les astronomes amateurs d'ailleurs, parce que c'est la plupart du temps, ce sont les astronomes amateurs qui utilisent les observations qui sont faites avec ces chronographes-là, qui sont mis à la disposition de la communauté. Et c'est eux qui pour l'essentiel, découvrent ces petites comètes, cette activité cométaire. On en a aujourd'hui plus de 4000 de recensés. Oh, vous imaginez, on n'avait jamais pensé que... donc, en 20 ans, en une vingtaine d'années, plus de 4000 comètes qui sont... Et on les voit encore mieux, on les voit tomber sur le Soleil, on en voit qui font le tour du Soleil. Celles qui sont les plus grosses survivent. Elles peuvent se chauffer même très près de la surface, passer même très près de la surface, et on les revoit ensuite. Mais les petites, celles qui ont, disons, l'ordre d'une dizaine de mètres de diamètre, produisent un nuage, produisent une queue, un nuage que l'on voit très très bien et qui devient de plus en plus grand à mesure qu'on se rapproche du Soleil, et elles disparaissent. Donc, il semble à peu près raisonnable de penser que toutes ces comètes alimentent justement ce nuage de poussière qu'il y a autour du Soleil. Alors déjà, le fait qu'on voit des comètes qui se rapprochent très près du Soleil et qui survivent montre que les calculs qu'on avait faits, ils étaient corrects, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Les grains, les objets, sont sur des orbites elliptiques. Ce n'est pas un lent mouvement de spirale où on se rapprocherait très progressivement, très progressivement, et on aurait le temps d'échauffer
à partir d'une certaine distance, ça pourrait chauffer. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des ellipses et ça passe dans un laps de temps relativement court et la comète n'a pas le temps de complètement s'évaporer. Mais pour les petites, alors elle s'évapore. Il y a une composante, dans cette atmosphère, il y a une composante qui, elle, joue un rôle très très important, c'est le champ magnétique. C'est que cette atmosphère est dynamique. En permanence, vous avez à la surface, qui est la source principale du champ magnétique, vous avez des mouvements et donc des courants. Parce que là aussi, il y a des éléments ionisés, il y a donc des charges qui sont en mouvement, ça fait des courants. Les courants génèrent des champs magnétiques. Ces champs magnétiques déterminent complètement donc, la couronne solaire. Lorsqu'on voit une image moderne de la couronne solaire avec les traitements numériques qu'on sait faire aujourd'hui, on voit que des structures jusqu'à des échelles très très petites, on voit énormément de structures fines, etc. Eh bien, c'est la visualisation en réalité du champ magnétique. Alors, avec une composante, comme je vous ai dit, qui a pour origine la surface du Soleil, où les densités sont, alors là, beaucoup plus importantes, sont très importantes, comparables à l'atmosphère de la Terre. Mais on est encore dans un milieu qui n'est pas complètement ionisé. Alors que dans la couronne solaire, le milieu est complètement ionisé. Alors comme le milieu est complètement ionisé, il a une conduction, la conduction est très très grande, on pourrait presque dire infinie. Et si on fait justement cette hypothèse que la conduction est infinie, on arrive à une représentation de ce qui se passe dans la physique des plasmas qu'on appelle la MHD, qui est une approximation, mais qui est assez proche de la réalité, où à cause de cette conduction électrique qui est presque infinie, on ne peut pas, les courants doivent être inhibés. C'est comme si les courants... Alors en réalité, il y a justement, c'est parce que la couronne solaire est dynamique. Alors ça a toujours été un gros problème avec les éclipses, parce qu'une éclipse, évidemment, c'est quelques minutes d'observation, on n'observait pas de la dynamique. On savait on se doutait bien qu'il y avait des phénomènes dynamiques, parce que d'une éclipse à l'autre, 1 an et demi en moyenne, après l'observation d'une éclipse, on voyait une autre couronne qui était différente. On savait aussi que le Soleil tourne, ça on sait depuis longtemps. Et la carcasse magnétique, puisque le champ magnétique est ancré dans le Soleil, cette carcasse tourne avec non seulement une période moyenne de 27 jours et demi, mais de manière différentielle. Alors différentielle suivant les latitudes, au pôle, la rotation est plus lente qu'à l'équateur est un peu plus rapide, mais en plus avec des mouvements différentiels à la surface. Quand on fait la cartographie du champ magnétique à la surface du Soleil, on s'aperçoit, et qu'on le regarde pendant plusieurs jours, on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes complexes d'interaction. Le champ magnétique apparaît, disparaît, produit des ondes. Ces interactions produisent dans les régions actives des phénomènes explosifs qu'on appelle des reconnexions, qui sont à l'origine des flares. On associe ça toujours par des interactions entre les structures magnétiques qui sont forcées par les mouvements à la surface avec reconnexion, c'est-à-dire annihilation. Il y a du champ magnétique qui correspond à une annihilation de l'énergie magnétique. Donc c'est cette deuxième composante-là de la couronne solaire qu'on appelle K pour continuum, le K de continuum du mot allemand. Ce sont des physiciens allemands qui ont interprété pour la première fois dans le début des années 1930, la composante continue. Dans le spectre, on voyait un continu où il n'y avait aucune raie F. Il y avait quand on est proche de la surface, la couronne la couronne gazeuse est plus importante que la composante poussiéreuse. Pour voir la composante poussiéreuse, il faut aller à peu près à 1 rayon du Soleil, 2 rayons. Alors là, elle commence à dominer. Mais quand on est très près, c'est cette couronne gazeuse qui produit
un spectre continu, d'où la dénomination K, qui est restée encore aujourd'hui. On parle de la couronne K et de la couronne F. Mais dans la couronne K, il y a des raies, comme je vous l'ai dit, il y a des raies d'émission. Ces raies d'émission ont été identifiées vers la fin des années 30. D'autres diagnostics ont permis de confirmer cette valeur importante, notamment les émissions radio. On s'est rendu compte que le Soleil est la plus grande source dans le ciel, c'est la plus grande source de rayonnement radio, y compris des rayonnements radio sous forme de sursauts, qui correspondent justement à ces flares, et qui montrent qu'il y a production de particules de très grande énergie, qu'on appelle des SEP, Solar Energetic Particles, enfin et dont on s'intéresse beaucoup parce que ça peut présenter un danger pour les vols habités. Sans compter évidemment l'influence peut-être sur le climat, mais à très long terme. On pense aujourd'hui, peut-être pas sur des échelles comparables à la période de rotation du Soleil ou même de l'activité du Soleil qui est de 11 ans. Tous les 11 ans, on a une activité plus importante, beaucoup plus importante. Mais sur des échelles de millénaires, on pense qu'il y a pu y avoir un couplage, il peut y avoir, sous l'influence justement de ce qu'autrefois on appelait des rayons cosmiques solaires. Bon, aujourd'hui on appelle, pour les distinguer, des rayons cosmiques galactiques, qui eux sont beaucoup plus sporadiques. Les rayons, ces particules énergétiques qui sont émises par le Soleil pourraient jouer, comme elles montrent une variabilité, sont variables, pourraient jouer sur l'ionisation de la haute atmosphère. On sait que ça marche avec les aurores, mais on peut penser aussi que ça peut modifier l'atmosphère neutre de la Terre, la température de l'atmosphère neutre de la Terre, et avoir une influence. D'où donc l'intérêt de continuer à étudier ces phénomènes. Donc danger pour les vols habités, à long terme, influence sur d'autres phénomènes qui se passent sur la Terre. Au point de vue physique fondamental, c'est très intéressant d'essayer de comprendre mieux comment les nuages qui sont émis à l'occasion de ces éruptions, qui emportent du champ magnétique, vont interagir avec la magnétosphère. Vous savez que notre Terre est également un rotateur magnétique. Donc pour la physique fondamentale, c'est extrêmement intéressant d'essayer de mieux comprendre comment se produisent ce qu'on appelle pudiquement, entre guillemets, les reconnexions magnétiques. Le champ magnétique se définit par essentiellement une direction, par des lignes de force, mais c'est de la topologie, c'est pas encore de la physique. Pour faire de la physique, il faut aller au-delà de ça, et là, aujourd'hui, on est un petit peu arrêté dans ces interprétations, d'où de nouvelles missions qui sont proposées continuellement par la NASA propose de nouvelles missions pour envoyer des sondes pour mesurer à l'intérieur de la magnétosphère et dans le milieu interplanétaire pour mieux voir la structure. Cette structure qu'on voit très bien à l'occasion des éclipses sur la couronne. Mais la couronne est proche, elle appartient encore au Soleil. Celle qui est magnétique, elle appartient encore au Soleil. Sauf que, à partir d'une certaine distance, et là, il aurait fallu parler d'un autre paramètre, qui est la gravité. Il n'y a pas que le champ magnétique, il n'y a pas que les courants qui génèrent du champ magnétique, etc. Il y a aussi la gravité qui attire le gaz. Le gaz de la couronne solaire est maintenu par la gravité solaire. Sauf que il y a un gradient de température, il y a une température qui décroît avec la distance, parce qu'à l'extérieur, c'est froid, il fait froid, évidemment. Donc il y a un chauffage, il y a eu un chauffage qui s'est produit, alors là c'est un autre mystère, mais on sait, c'est établi avec la spectroscopie, avec les raies, etc., que la température est très élevée et elle décroît. Et comme la température décroît, la pression, donc ça pousse dans l'autre sens. Hein, et ça donne
ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. Un peu comme sur Terre, l'atmosphère terrestre est également en équilibre hydrostatique. Alors, quand on s'éloigne un peu, à plusieurs rayons, disons 3 rayons, 4 rayons, la gravité décroît avec la distance, et cette différence de pression, cette pression pousse le gaz. Et ça, c'est à l'origine d'un modèle qui a été proposé par Gene Parker pour expliquer le vent solaire, qu'on observe sur Terre depuis longtemps, des phénomènes qui ne peuvent s'interpréter qu'en termes de vent solaire. Il y a une influence, il y a un flux de particules. Alors, on est en train de parler de particules. Autrefois, on disait corpuscules. Ce ne sont pas les photons, ce n'est pas la lumière. Là, c'est vraiment des particules élémentaires, mais quand même, et qui influent avec les aurores polaires, mais aussi sur les magnétographes. Quand on mesure le champ magnétique sur Terre, on s'aperçoit que ça varie, et il y a des corrélations avec ce qui se passe sur le Soleil, avec des régions magnétiques, des régions où le champ magnétique est plus fort, plus ou moins fort, qui est sur le Soleil. Mais avec l'avènement des sciences spatiales, alors là, on a mesuré directement sur les premiers sondes qui sont allées vers la Lune, sont sorties de la magnétosphère solaire, on a mesuré à l'intérieur, dans le milieu interplanétaire, on a vu qu'il y avait un flux avec un nombre magique, là, c'est 10 puissance 8 particules par seconde qu'on voyait passer. Et ça correspond à ce vent solaire. Alors, les densités sont assez faibles, c'est quelques particules, quelques dizaines de particules par centimètre cube, mais la vitesse est grande. Un mystère cependant demeure. Pourquoi et comment la température augmente autant dans les premières couches de la couronne à mesure que l'on s'éloigne du Soleil? Alors la question se pose, mais quelle est l'origine? Pourquoi cette grande température? Alors on l'interprète en disant parce que ça chauffe. Ça chauffe. Ben oui, mais ça ne peut pas chauffer par conduction, ça ne peut pas chauffer par rayonnement, puisque le disque du Soleil, lui, n'est qu'à 6000 degrés. On observe des millions. Donc pour atteindre des millions, il faut accélérer, il faut trouver des mécanismes d'accélération des particules. Alors, à bord de Concorde, j'avais proposé un diagnostic qui semblait extrêmement intéressant, qui prenait avantage de la durée. On pouvait observer pendant au moins plusieurs dizaines de minutes. On n'était pas sûr, 80 minutes, Pierre avait calculé 80 minutes, mais plus de 74 minutes. Et on observait depuis longtemps, à la surface du Soleil, des ondes acoustiques. Alors, des ondes acoustiques, c'est simplement, si j'ose dire, des variations de pression, des petites variations de pression à la surface du Soleil. On avait mis en évidence, à la fin des années 40, on avait vu avec la spectroscopie, grâce à des décalages Doppler, des effets sur les raies, on avait vu qu'il y avait partout à la surface du Soleil production d'ondes acoustiques. Alors on avait fait un calcul grossier, on avait dit ces ondes acoustiques, lorsqu'elles atteignent la limite de l'atmosphère, ou donc la base de la couronne, la densité va produire un saut. Tout d'un coup, la densité décroît de nombreux ordres de grandeur. Et dans ce cas-là, les ondes acoustiques se transforment en ondes de choc. Elles ne peuvent pas se propager à la vitesse où elles devraient. Il y a ce qu'on appelle un choc, c'est-à-dire où elles vont se dissiper. Et tout naturellement, on avait pensé que ces dissipations expliquent la température élevée de la couronne. Donc au début des années 70, on en était, et avec toutes les expériences qu'on essayait de faire, et même y compris dans l'espace, on essayait d'essayer de trouver ces ondes-là. C'était vraiment la question cruciale pour essayer de comprendre la, la température élevée de la couronne.
Alors, une des manières de voir les ondes acoustiques, c'est de faire de l'imagerie, de montrer sur des images, puisque des variations de pression correspondent à une petite variation de densité, et qui dit variation de densité, ça va se traduire sur les images, par l'intensité dans l'image. On devrait arriver, donc, sur une séquence temporelle, comme ça, à voir détecter ces ondes. Alors là, évidemment, on a été très déçus parce que ça ne s'est pas du tout produit et l'observation a été confirmée assez rapidement grâce à des expériences spatiales aussi, où on a vu que non, il n'y avait pas on ne trouvait pas ce phénomène d'ondes qui se propageait, d'ondes acoustiques qu'on appelle acoustiques, parce que c'est des variations de pression. On ne les voit pas se propager dans la couronne. Aujourd'hui, en fait, on a mis en évidence des ondes, mais ce ne sont pas des ondes acoustiques. Ce sont des ondes que je pourrais appeler magnétiques. On dit des ondes d'Alfvén, du nom du grand astrophysicien suédois qui a introduit ces notions-là. Et contrairement à des ondes acoustiques, ce ne sont pas des ondes longitudinales, des ondes donc à partir de la surface qui se propageraient comme ça. Non, ce sont des ondes transverses. C'est le champ magnétique dont la direction varie légèrement. Alors, ces fameuses ondes d'Alfvén, aujourd'hui, semblent vraiment être observées, c'est observé, mais le mécanisme qui permettrait d'expliquer le chauffage, que ces ondes se dissipent, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Il y a une autre possibilité aujourd'hui qui est les reconnexions sous forme de toutes petites structures qu'on appelle des points brillants. Encore Jane Parker, le même, a introduit la notion de nanoflares. Au lieu d'avoir des flares, les grandes libérations d'énergie soudaine lorsqu'il y a des phénomènes de reconnexion à grande échelle, il a suggéré on peut en avoir aussi à toute petite échelle, un peu partout dans la couronne. On pense que ces phénomènes se passent à la surface, mais dans la couronne, on se pose encore la question de savoir est-ce que ce sont des dissipations d'ondes ou est-ce que les reconnexions produiraient quelque chose, l'accélération de particules. Il y a deux écoles. Au jour d'aujourd'hui, il y a deux écoles. Alors, en 1973, on a essayé de répondre à la première question, la propagation acoustique, mais c'est dépassé. On sait que ces ondes acoustiques ne se propagent pas dans la couronne. On a d'autres ondes qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender, évidemment, avec des diagnostics différents, notre type de diagnostic. Notre couronne solaire est donc encore loin d'avoir dévoilé tous ses secrets. La compréhension de sa structure nous donne de précieuses informations sur la météo spatiale qui peut affecter la Terre, les astronautes ou encore les satellites en orbite autour de nous. Cela nous permet également de mieux comprendre la création de notre système solaire. Mais les applications de cette compréhension vont encore plus loin, beaucoup plus loin. Et les techniques de coronographie pour observer notre Soleil nous permettent également d'étudier les autres étoiles très lointaines. Alors un coronographe, c'est un instrument d'observation astronomique qui permet d'annuler la lumière d'une étoile ou de la bloquer de telle sorte qu'on puisse regarder des objets astronomiques qui se trouvent très très proches de cette étoile mais qui sont beaucoup plus faibles. Alors le premier exemple, ça a été le coronographe solaire créé par Bernard Lyot dans les années 30 qui a été créé pour observer la couronne solaire, donc bloquer le disque solaire pour voir la couronne solaire qui se situe tout autour. Et ensuite, il y a eu d'autres types de coronographes qui ont commencé à être créés dans les années 90 pour aller voir non seulement la couronne solaire, mais là, les environnements des étoiles, d'autres étoiles que le Soleil. Donc en fait, on peut dire qu'un coronographe, d'une certaine manière, c'est un instrument qui permet de créer des éclipses artificielle. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir par hasard la Lune alignée devant le Soleil pour faire une éclipse et regarder l'environnement du Soleil. On peut faire ça à volonté, de manière artificielle, avec un coronographe. Donc là, on utilise la même technique, mais cette fois-ci, au lieu d'essayer d'observer la couronne solaire, on va essayer d'observer des structures fines ou des disques ou bien des exoplanètes, donc des planètes
qui sont en orbite autour de ces autres étoiles que le Soleil, également en utilisant un coronographe. Alors, les autres méthodes, et la plupart des méthodes utilisées pour détecter des exoplanètes sont des méthodes qu'on appelle, indirectes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne détecte jamais vraiment la lumière de la planète. On détecte simplement l'effet de la planète, sur son étoile. Donc on observe vraiment l'étoile, mais on n'obtient pas de lumière qui provient de la planète elle-même. Alors que quand on fait de la coronographie, on arrive à vraiment séparer la lumière de la planète et à pouvoir l'analyser. Et en pouvant analyser cette lumière, ben, on peut savoir, si la planète est brillante ou pas, et quelles sont ses couleurs, si elle est plus ou moins brillante dans différentes couleurs, et puis, éventuellement, savoir ce qui compose son atmosphère. Donc ça, ce sont des informations uniques qu'on peut obtenir uniquement à partir de données, coronographiques, ou d'imagerie directe. Alors une exotère, donc l'hypothèse, c'est que et on sait qu'en fait, il y a des planètes, d'à peu près de la taille de la Terre, qui sont en orbite, autour de leurs étoiles dans une zone qu'on appelle la zone habitable, qui est a priori une zone ni trop, proche de l'étoile, ni trop loin de l'étoile, pour qu'on puisse avoir de l'eau liquide à la surface. Alors après, on sait qu'il y a des planètes de ce type-là, qui existent, qui ont cette propriété d'être de la même taille et à peu près dans la même zone que la Terre autour de son Soleil. Mais maintenant, on ne sait pas du tout de quoi elles sont composées ces planètes, et c'est là que la coronographie, rentre en jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, détecter ces planètes et ensuite on va analyser leur lumière. C'est-à-dire qu'on va mesurer la brillance ou la luminosité de ces planètes dans différentes longueurs d'onde qu'on appelle, qui correspondent à différentes couleurs. Et s'il se trouve que dans l'atmosphère de ces planètes, il y a certaines molécules, et bah, suivant les molécules qu'il va y avoir dans l'atmosphère de ces planètes, certaines couleurs vont être absorbées et vont être, manquantes dans le spectre. Et c'est comme ça qu'on peut repérer la présence, d'une molécule ou d'une autre, dans l'atmosphère de ces planètes. En particulier, on peut regarder s'il y a de l'oxygène, s'il y a de la vapeur d'eau, qui sont considérés comme des signes de biosphère, de vie primitive sur ce type de planète, rocheuse dans la zone habitable. Alors, en fait, dans le cas de la Terre, on sait que l'essentiel de la biosphère, terrestre est en interaction, permanente avec la lumière du Soleil. Donc on doit commencer par comprendre cette interaction au niveau du système solaire pour pouvoir ensuite essayer de l'expliquer dans le cas d'exotères autour d'autres étoiles où on aura encore des interactions entre la vie potentielle et le rayonnement de l'étoile. Alors aujourd'hui, il y a des coronographes installés sur la majorité des grands télescopes, visibles ou infrarouges, sur Terre et dans l'espace. Tous ces coronographes sont ce qu'on appelle des coronographes internes, c'est-à-dire que le dispositif optique qui bloque la lumière de l'étoile se trouve à l'intérieur du télescope. Après ça, il y a une autre, idée assez prometteuse, qui consiste à utiliser, en fait, un écran géant qui vole en formation à des dizaines de milliers de kilomètres devant le télescope. Donc ça n'a pas encore été réalisé, mais c'est une idée qui est poursuivie déjà, en version miniature au laboratoire. Et dans ce cas-là, en fait, cet écran géant, il est donc, interposé entre le télescope et l'étoile observée. Donc c'est vraiment un équivalent là d'une éclipse, sauf que, ce qui joue le rôle de la Lune, si vous voulez, c'est cette espèce d'écran qu'on met, à volonté devant, l'étoile qu'on veut observer. Donc ça s'appelle un écran géant en anglais, un star shade, et on pense que, on serait capable de regarder, beaucoup plus de couleurs à la fois, des plages de longueur d'onde beaucoup plus grandes avec ce type d'instrument. Il y a aussi un avantage, possible qui est que, étant donné qu'on bloque la lumière de l'étoile avant même qu'elle rentre dans le télescope, on devrait peut-être pouvoir réduire la lumière de l'étoile, de manière plus efficace. Mais ça reste encore à démontrer dans l'espace et ça peut difficilement être testé au laboratoire puisque on parle d'écrans géants de dizaines de mètres de distance entre le télescope et cet écran géant qui sont, des dizaines de milliers de kilomètres, donc on ne peut pas tester ça au sol. Le télescope James Webb, qui lui, a déjà un coronographe, plusieurs coronographes en fait, à son bord. C'est aujourd'hui le coronographe spatial le plus performant, donc
Pour vous donner une idée, le chronographe sur Webb il est capable de détecter des planètes 10 à 100 000 fois plus faibles que leur étoile. Mais l'objectif ultime, c'est bien sûr ces exotères autour d'étoiles de type solaire. Et là, on ne parle pas de 10 à 100 000, on parle de 10 milliards. Donc ces étoiles sont 10 000 fois plus brillantes qu'une planète analogue à la Terre. Donc là, il va falloir développer des coronographes beaucoup plus puissants qu'encore celui de Webb. Et donc, il y a 2 missions qui vont s'y atteler. Deux missions NASA, donc une qui doit être lancée en 2027, qui sera la prochaine grosse mission de la NASA en astrophysique, qui s'appelle Roman, donc le télescope spatial Roman, qui a 2 instruments, dont un coronographe. Ce coronographe, il va déjà faire un petit peu un premier pas, qui va être de détecter directement des planètes géantes de type Jupiter. Et ça va servir de tremplin à une mission future encore plus ambitieuse qu'on espère voir voler dans les années 2040, qui s'appelle l'Observatoire des mondes habitables, Habitable Worlds Observatory en anglais, et qui pourrait être lancé dans les années 2040. Et là, vraiment détecter des exotères, et puis avoir la capacité avec les coronographes à bord de faire de la spectroscopie et d'aller identifier des molécules et des signes de vie potentiels dans l'atmosphère de ces planètes. Et c'est ainsi que les astronomes aujourd'hui repoussent les limites des observations toujours plus loin, au travers d'idées qui peuvent sembler à première vue complètement folles. Si ces missions impressionnent par leur complexité et leur durée de préparation, l'observation de l'éclipse par Concorde en 1973, elle, impressionne par sa simplicité et sa rapidité de mise en œuvre. À ce jour, elle est demeurée unique. De nombreux avions subsoniques ont suivi et suivent l'éclipse. Il y a eu une exception, c'est que Air France a fait un vol touristique sur la fameuse éclipse de 1999 au-dessus de la France, et il a fait payer un certain nombre de passagers pour aller voir l'éclipse, mais sur un Concorde de série, donc commercial. Mais c'était une observation qui n'avait pas de prétention scientifique, qui était très courte. L'éclipse n'était pas au zénith, sans ça les passagers n'auraient rien vu, elle était beaucoup plus bas sur l'horizon. Mais les passagers du côté avion, où ils avaient les hublots, c'était très bien, mais ceux de l'autre ne voyaient rien. Alors le pilote avait donné l'ordre d'échanger les passagers en milieu de vol, mais en disant faites très attention parce que si tout le monde va d'un côté, vous allez déséquilibrer l'avion. Voilà. Donc en dehors de ce vol, il n'y a pas eu d'autres vols supersoniques. Et il y a eu beaucoup de vols subsoniques, touristiques ou un peu scientifiques, y compris de l'avion de Los Alamos aux États-Unis, très scientifique, mais jamais d'une durée comparable. Est-ce qu'on peut refaire cette expérience? Aujourd'hui, il n'y a aucun avion qui ait la capacité de faire ça. Il y a des avions supersoniques militaires, mais d'abord, il n'y a pas de place à bord, donc on ne peut pas y mettre beaucoup d'équipement. Et puis ensuite, aucun n'a l'autonomie de 2 heures de vol sans ravitaillement en vol. Donc, enfin, à ma connaissance. Donc, non, la réponse est il faut attendre, et je ne sais pas combien de temps. La petite vingtaine de personnes qui étaient à bord de Concorde 001 le 30 juin 1973 ont vécu une expérience unique, 74 minutes de totalité. C'est un record qui n'a jamais été battu. On est dans le Guinness Book of Records. C'était une histoire unique qui est colorée évidemment par l'âge jeune que j'avais à l'époque. Du point de vue de la collaboration internationale, les astronomes vivent à l'échelle internationale. Nous échangeons toutes nos données, il n'y a pas de question. Nous sommes en collaboration-compétition, comme on aime bien le dire, c'est-à-dire que nous savons qu'il faut être en lien, que les idées circulent, qu'elles se développent quand elles circulent bien, et nous avons toujours envie d'être les premiers à avoir fait telle ou telle expérience, telle ou telle mesure, telle ou telle découverte. Donc cette collaboration-compétition, elle se déroule dans un cadre international. À l'époque,
Il n'y avait pas beaucoup d'astronomes dans le monde, hein, pas beaucoup plus d'1 millier, donc on se connaissait à peu près tous, en tout cas en physique solaire par exemple. Moi j'étais un jeune chercheur, je connaissais tout le monde, hein. De nom en tout cas, et physiquement pour beaucoup d'entre eux aussi. C'est plus du tout vrai aujourd'hui, mais la dimension internationale du travail demeure aujourd'hui, hein, pleinement, hein, et elle est très importante. Ce qui a sans doute changé, c'est l'organisation de la recherche. À l'époque, nous sommes en France, c'est l'après-guerre, la période gaulliste vient de se terminer, l'ambition gaulliste de faire remonter la France au premier rang de la recherche mondiale s'est traduite par des ressources, beaucoup de liberté, une créativité attendue, des postes faciles pour les jeunes chercheurs. À 30 ans, à peine plus de 30 ans, pouvoir proposer quelque chose comme ça dans le contexte que j'ai raconté et se voir toutes les portes s'ouvrir, je crois qu'aujourd'hui ce n'est plus possible. Malheureusement, l'organisation de la recherche s'est administrée, peut-être de façon inévitable, bureaucratisée, là je crois que c'est évitable, hein. Et le parcours des jeunes chercheurs est un parcours difficile, souvent de longues attentes, de longues années d'attente avant d'avoir un poste, la nécessité de faire ses preuves et de les refaire encore. Nous perdons en France beaucoup de jeunes qui préfèrent aller dans des pays plus accueillants pour la recherche. À mes yeux, c'est dramatique, hein. Et pour avoir vécu cette après-guerre de développement extraordinaire, qui nous a amenés dans des institutions comme l'Agence spatiale européenne ou l'Observatoire austral au Chili, dans des entreprises européennes, où en quelques décennies, nous avons gagné, en tant qu'Européens, notre première place dans le monde, à égalité avec les États-Unis, hein. Voilà, donc c'est un trésor des décennies passées qu'on serait bien avisé de ne pas dilapider.